Plus de 40 personnes ont déjà trouvé la mort à l'issue des affrontements armés entre le mouvement rebelle Red Tabara et les forces de l'ordre depuis le 23 août de cette année. Depuis donc bientôt un mois, seul le Red Tabara a revendiqué sa présence et les attaques sur le sol burundais. De son côté, le gouvernement burundais garde le silence ou plutôt préfère rester dans son discours de la paix qui règne, à l'image du lancement du flambeau de la paix mardi par le président général Evariste Ndayishimiye. Dans son bilan, le Red Tabara fait état de membres de forces de l'ordre, de miliciens tués et blessés, un milicien enlevé. La situation préoccupe plus d'un, notamment les défenseurs des droits de l'homme, qui demandent au gouvernement de sortir du silence et appellent les belligérants à respecter le droit humanitaire international, surtout en ne s'en prenant pas aux civils. La société civile, mais aussi la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, qui sort d'ailleurs son nouveau rapport sur une situation que les enquêteurs qualifient de plus préoccupante qu'avant. Ces inquiétudes sont-elles fondées? Une guerre aujourd'hui, est-ce la solution ou la seule solution à la crise que traverse le Burundi depuis des années? Voilà les questions et bien d'autres auxquelles vont répondre nos invités. Désiré Hatungimana, rédacteur en chef de la radio Nzamba Agate Kakawe, bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Emmanuel Ndereimana, porte-parole de la coalition de l'opposition CEFOR Arusha. Bonjour. Bonjour Franck. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Désiré Hatungimana, les médias ont d'abord, dans les premiers moments, semblé éprouver des difficultés à identifier les vrais auteurs des attaques. Pourquoi? Parce que personne ne revendiquait. Et chez les médias, il faut quoi? Il faut des sources. Et quand on fait nos reportages, on identifie des sources. Et s'il n'y a pas des sources fiables, bien vérifiées, on ne peut pas affirmer une chose. Et on faisait des reportages, des interviews avec des gens sur les collines où la population a été tuée. Mais puisqu'il n'y avait pas de revendication, on restait dans le conditionnel. Et pourtant, le Red Tabara a revendiqué dès les premiers instants, dès la première attaque du 23 août. Le 23 août, le Red Tabara a revendiqué. Par après, silence radio. À Matongo, 2 semaines après, ils ont encore revendiqué. On se demandait... Alors que dans l'entretemps, il y avait eu beaucoup d'autres attaques. Oui. Et qui avaient emporté des vies. On se demandait réellement si c'est ce mouvement rebelle qui opère sur tout le territoire ou s'il y avait d'autres mouvements. On a pris rendez-vous avec le porte-parole de ce mouvement et quand il a accepté de nous parler, on a pointé du doigt, on a dit... C'est après la sortie du communiqué où il revendiquait effectivement qu'ils étaient les seuls, la seule force présente des rebelles. Oui, à ce moment, il n'y avait plus de doute. Parce qu'on a fait des interviews, il a revendiqué et il nous a dit pourquoi ils ont pris les armes. On reviendra tout à l'heure sur les propos du porte-parole de ce mouvement rebelle. Et Emmanuel Ndereimana, êtes-vous de ceux qui ont eu des doutes sur ces attaques, notamment en pensant à ce qui se disait qu'elles allaient aussitôt cesser? Douter comment? Puisque les gens étaient en train de mourir. On avait des informations ici et là, comme quoi il y a eu des attaques, il y a un mouvement rebelle qui a attaqué le pouvoir de Bujumbura. On nous a parlé des morts, ainsi de suite. Il n'y avait pas de doute, il y avait problème, il y avait des attaques. C'était le déclenchement. Mais bien peu pouvaient penser qu'elles pouvaient durer un mois, comme c'est le cas aujourd'hui, en se disant que ces attaques vont avoir l'effet d'un feu de paille, comme on dit. Et vous savez, quand vous n'êtes pas dans une organisation qui a attaqué, vous ne pouvez pas évaluer le temps que ça fera. Ça, c'est normal. Seulement, nous avons vite compris qu'on a toujours revendiqué
de pourparlers avec ce pouvoir de Bujumbura, qui s'est absenté toujours à notre mettre en dit, à nos appels et tout. Et alors, vu qu'il y a eu une autre organisation qui a décidé d'en découdre par les armes, on n'était pas surpris. Parce qu'à un moment donné, on s'y attendait même. Parce que quand... Donc, ce n'était pas, pour vous, ce n'était pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Et quelque part, quand vous parlez comme ça, c'est comme si ça vous arrangeait. Non, non, ça ne nous arrange pas. Hein. Quand il y a déjà des vies, perte de vie, ça n'arrange personne. C'est plutôt le pays entier qui est en train de perdre, vous comprenez. Mais sachant que le pouvoir de Bujumbura ne veut rien entendre, il y a alors d'autres qui disent, bon, finalement, ils ont un langage qu'ils peuvent comprendre. C'est là où les gens se lèvent et prennent des armes, vous comprenez. Ça, je mentirais dire que ça nous a surpris. Il fallait qu'un jour... Est-ce qu'on peut tirer une conclusion que votre combat pour le dialogue a échoué? Ce n'est pas un échec, mais c'est quand même une leçon que le pouvoir de Bujumbura peut tirer de ça et revenir comprendre que finalement, il nous faut nous asseoir avec ces gens parce que même les Red Tabara, dans leur communiqué, ils ont dit, puisque le pouvoir de Bujumbura ne veut rien entendre des négociations, des pourparlers entre Burundais, nous avons décidé de prendre des armes. Alors, si ce pouvoir de Bujumbura aime réellement son peuple, il est grand temps, c'est le moment de venir organiser des pourparlers entre le pouvoir de Bujumbura, l'opposition, ainsi que ces groupes armés. C'est le moment maintenant. On aura certainement le temps de parler de propositions de solutions. Désiré, vous êtes de ceux qui ont parlé directement avec un des représentants, d'ailleurs le porte-parole du mouvement rebelle, le Red Tabara. De quelle force dispose-t-il? La force dont il dispose, comme ils l'ont dit, c'est le peuple burundais qui est muselé aujourd'hui par le pouvoir, qui est exclu par le pouvoir, alors qu'ils sont burundais comme les autres. Et la force, ce sont les fils et filles. Est-ce que ça, c'est une force ou c'est une motivation? Non, c'est une force, c'est parce que... Non, je ne dois pas expliquer la force comme le porte-parole de Red Tabara l'entend. Vous rapportez Moi, juste les propos. Je rapporte. Parce qu'il disait que dans leur mouvement, il y a des fils et des filles du pays qui sont dedans. Et qu'ils comptent sur les autres Burundais qui sont lésés. Qui sont lésés et qui comprennent la raison qui leur a poussé à prendre les armes. À ce moment alors, il dit que c'est une force énorme parce que ces Burundais sont nombreux, d'après lui. Il s'agit de millions et de millions. D'après lui, ils sont nombreux, qui sont lésés par ce pouvoir de Bujumbura. Et aujourd'hui alors, c'est là où il indique, où se trouve la force de ce mouvement Red Tabara. Ce sont les propos du porte-parole. Et pourtant, nous sommes, on n'est pas loin du contexte où, par exemple, le peuple, quand il s'est levé pour des manifestations, il a été réprimé par la police, par les autorités burundaises. Est-ce que ce même peuple sur lequel ils sont en train de compter n'est pas le même qui aujourd'hui peut éprouver une peur pour les suivre? Si on revient en 2015, je pense qu'il n'y avait pas de peur. Il n'y avait pas de peur. Les gens sont descendus dans les rues pour manifester leur colère, pour revendiquer leurs droits. Ils ont été massacrés par ceux qui devraient les protéger. Ce qui peut pousser les gens aujourd'hui à éprouver de la peur. Aujourd'hui, c'était des civils qui étaient sans armes, qui étaient paisibles dans la rue, qui n'avaient même pas de bâton. Aujourd'hui, ces gens qui ont pris les armes, ils ne sont pas là pour assister ou bien pour mourir sans défense. Aujourd'hui, ils ont pris les armes. Et ils pensent que les autres qui vont les rejoindre vont également prendre les armes. Et à ce moment, alors, il y aura équilibre de force. Parce que ces gens qui ont décidé de prendre les armes, ils ne sont pas bêtes. Ils ont mesuré la force des uns et des autres. Je dis, la force du pouvoir de Bujumbura, les militaires, les policiers. Et puis, ils ont mis sur la balance. Et ils ont constaté qu'ils sont capables d'affronter
ces forces de l'ordre. Est-ce qu'on ne peut pas, un appel, quand on lance un appel à des Burundais, ce sont des civils quand on parle de la majorité, Ouais. est-ce que ce n'est pas un facteur de faiblesse? Non. Chaque mouvement rebelle, quand il naît avec des militaires. Mais il ne naît pas avec des bataillons. Il naît avec des militaires, comptés même sur les doigts. Les gens qui commencent à penser à cela ne sont pas nombreux. Ils s'organisent. Donc il y a d'abord un noyau et puis... Quand on lit on lit les ouvrages des révolutions cubaines, et quand on regarde ce qui s'est passé là-bas, il y a des révolutions qui ont commencé avec moins de 5 personnes. Et par après, les autres sont venus, les ont rejoints, ils ont constitué une force. Et je ne dis pas, je ne sais pas la force de Red Tabara. Mais je me dis que avoir le comportement du pouvoir de Bujumbura, avoir comment les gens sont lésés, comment sont frustrés par ce pouvoir, je pense que si réellement ils ont débuté leur bataille avec détermination, je pense que les gens peuvent les suivre. C'est mon avis, parce que je vois comment le pouvoir de Bujumbura pratique une exclusion des uns et des autres, ce qui peut fâcher des gens. Et les gens ne prennent pas des armes pour s'amuser, ils prennent des armes parce qu'ils ont une cause. Et la cause qu'ils avancent... Avant de revenir à Emmanuel, est-ce que vous auriez pensé que ces attaques puissent durer aussi longtemps? Oui. Parce que, comme je l'ai dit, Franck, des gens qui décident de verser leur sang pour libérer un pays, pour libérer un peuple, ils ont une intelligence et ils ont un background du pays et ils connaissent le pays et la force du pays. Ils sont là alors parce qu'ils ont mis tout sur la balance. Et quand il y a... Ils se sont donné donc les moyens pour ça. Oui, ils se sont donné les moyens. Et quand la balance ne penche pas d'un côté, du moins dans leurs analyses, ils peuvent avancer. Emmanuel, est-ce que... J'ai parlé tout à l'heure avec Désiré de cet appel à l'endroit des Burundais. C'est lui-même qui l'a dit dans le communiqué, son échange avec le porte-parole du mouvement Red Tabara. Est-ce que vous vous sentez interpellé dans cet appel? Oui, quand il y a... En tant que la coalition, plutôt à la coalition Sefor Arusha. Sefor Arusha, oui. Nous nous sentons interpellés parce que ceux qui ont pris les armes ont lancé un appel à tout Burundais, à son gouvernement et à tout Burundais qui aime son pays. Nous faisons partie de tous ces Burundais-là. Ça nous regarde. Cet appel que les Red Tabara ont lancé envers les Burundais, ça nous concerne aussi. Mais nous, on ne vient pas pour les soutenir dans la prise des armes. On vient plutôt dire, oui, c'est bien, vous avez raison de vous exprimer, même si vous avez pris la route des armes. C'est aussi une façon de revendiquer. Parce que le pouvoir de Bujumbura, on l'a toujours tendu la main, il a toujours fait la sourde. Excusez-moi de vous couper la parole, mais ça veut dire que vous dites complètement non à la prise des armes, totalement. Ce n'est pas notre programme au sein de Sefor Arusha. Sefor Arusha, nous sommes là pour la résolution pacifique des conflits. Pour parler autour d'une table, les négociations, et ainsi de suite. Vous comprenez? Mais toutefois, en comprenant aussi ceux qui ont osé prendre les armes, c'est aussi leur droit. C'est justifié. C'est justifié, vous comprenez? Voilà. Mais nous venons alors appeler à ces Red Tabara et au pouvoir de Bujumbura de vraiment cesser le fait parce que quand il y a mort, c'est le pays qui perd. Nous perdons tous. Ils veulent diriger les gens. Est-ce qu'ils vont diriger les cadavres? Non. Vous comprenez? Alors, la seule solution à ce problème, à ce conflit, à cette guerre qui vient d'être débutée depuis le 28 août, c'est juste un cessez-le-feu et trouver un cadre, de s'asseoir autour d'une table, parler des problèmes burundais, entre Burundais, sans exclure bien sûr les témoins, disons les
l'Union africaine, l'ONU, et tout le monde, la sous-région, ils peuvent venir nous assister, suivre pourquoi les gens peuvent arriver à prendre des armes. Est-ce que vous dites que vous comprenez ceux qui ont pris les armes, et pourtant, ils ont pris les armes contre un nouveau gouvernement, de nouvelles autorités. Est-ce que ce laps de temps n'était pas trop court pour dire que le gouvernement actuel n'a pas écouté, alors qu'il est en train de s'installer, de prendre ses racines, de prendre ses bases? Non, vous croyez que c'est un nouveau gouvernement, parce que ça a changé de nom à la tête. Il y avait Pierre Nkurunziza et Ndayishimiye. Mais c'est la continuité. Ce que les Red Tabara sont en train de revendiquer, ce sont des bavures depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 15 ans quand même, vous comprenez? Donc pour vous, c'est le même système? C'est le même système qui est là. Alors, nous demandons à ce système de cesser d'emprisonner des gens pour leurs opinions. Vous comprenez? Et faire par tous les moyens. Un gouvernement ne peut pas vivre criant toujours qu'il y a la paix et la sécurité, alors qu'ils ont 1,5 million de réfugiés à l'extérieur du pays. Vous comprenez? Toutes ces choses qui ont fait que les gens fuient le pays. Nous voulons mettre ça sur la table, ressusciter les accords d'Arusha qu'ils ont enterrés, voir ce que les poser la question, qu'est-ce qui ne va pas, ce que vous ne voulez pas de ces accords, c'est quoi? Et on peut renégocier ces accords, afin que le Burundi puisse vivre en paix et en réelle sécurité. Pas la paix et la sécurité chantées sur la bouche. Nous voulons ça sur le terrain, vivre cette paix, la palper. Vous comprenez? C'est ça que le Burundi a besoin aujourd'hui. Et voilà. Bref, c'est ça. Désiré, avant de passer à la deuxième partie, juste en quelques mots, pensez-vous que les rebelles est une véritable force de nuisance? De nuisance, je ne pense pas. Parce que des mouvements rebelles... Et donc, ils sont faibles? Si vous dites qu'ils n'ont pas une force de nuisance? Non. Ils sont très faibles, alors? Non, je voulais dire qu'ils ne sont pas nuisibles. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ok. Oui. Les rebelles ne sont pas nuisibles, mais ils ne sont pas une force à déconsidérer. Parce que... Non, quand je parle de force de nuisance, c'est par rapport au gouvernement. Non, je l'ai dit avant. Ils ont mesuré la force du gouvernement. Ils ont mesuré leur force. Ils ont mis sur la balance et ils ont décidé d'attaquer. À ce moment, ils sont sûrs d'eux-mêmes. Et ils appellent d'autres Burundais de les rejoindre. À ce moment, je ne peux pas dire que tel est plus fort que l'autre, mais ils se sont engagés. Et s'ils parviennent à gagner cette guerre qu'ils ont engagée, ils ne seront pas les premiers rebelles à vaincre le pouvoir en place. Oui, nous avons des exemples en Afrique. Même tout près du Burundi, il y en a. À ce moment, alors, je ne peux pas dire qu'ils sont... Tout récemment, vous voulez parler notamment du Mali. Oui, même si ce n'étaient pas des rebelles. Oui, ils se sont rebellés au pouvoir du Mali, mais ils n'ont pas été au maquis pour combattre pendant des années. Mais en Afrique, il y a beaucoup d'autres exemples sur lesquels on fait partie. Oui. Et je dirais alors que ces gens ne sont pas à négliger. Quand j'étais au pouvoir de Bujumbura, je n'attendrai jamais, je n'attendrai pas que du sang des Burundais soit versé alors que j'ai été averti. J'ai été averti pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont dit tous les voies sont bouclées. Aujourd'hui, la seule voie qui reste, c'est la voie de la guerre. Et ils se sont engagés, ils ont revendiqué, ils ont été dans cette province, ce qui montre qu'ils ne sont pas une force à négliger. À ce moment, donc, vous voulez dire aujourd'hui que s'il y a des pertes liées à ces affrontements, à cette guerre, c'est le gouvernement actuel qui en répondra? Bien sûr, parce que même aujourd'hui, même dans leur communiqué, ils demandent à l'État burundais d'engager des négociations, de s'asseoir avec les opposants, parce qu'il y a beaucoup de choses à négocier. Mais si l'État refuse, alors ils font quoi? Ils ont pris des armes pour que... ils ont pris les armes dans le but de réinstaurer ces bonnes mesures qui étaient dans le pays avant, la bonne gouvernance, la liberté d'expression, la cohabitation pacifique, tout cela, ils disent que s'ils vont gagner la bataille, s'ils vont gagner la guerre,
ils vont installer ça. Ce qui manque et ce qui leur a poussé à prendre les armes. Merci beaucoup. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios Inzamba et RPA et animée en live sur les comptes Facebook des radios RPA et Inzamba. Nous débattons aujourd'hui des attaques armées observées depuis plus de 3 semaines dans de nombreuses localités du pays et revendiquées par le mouvement Red Tabara. Pour cela, nous sommes avec Emmanuel Ndereimana, porte-parole de la coalition CEFOR Arusha, et Désiré Hatungimana, rédacteur en chef de la radio Inzamba Agate Kakawe. Emmanuel, que pensez-vous du silence du gouvernement sur ces attaques? Le silence du gouvernement est justifié par le fait que souvent les gouvernements n'acceptent pas que... vous savez, le pouvoir de Bujumbura chante toujours qu'il y a la paix et la sécurité. Alors, revenir dire que nous avons été attaqués, c'est quelque part un peu pour eux la honte. C'est un aveu de faiblesse. Voilà. Alors, mais avec le temps, ces attaques vont s'intensifier. C'est à ce moment-là qu'ils peut-être sortiront de leur coquille et dire quelque chose au peuple burundais. Parce que quand vous dites que ces attaques vont s'intensifier, ça veut dire que vous avez, pour vous, c'est un espoir que vous nourrissez, qu'elles peuvent durer beaucoup plus longtemps que ça? Ce n'est pas vraiment notre souhait, mais c'est possible. Si le gouvernement ne peut pas venir saisir la main tendue pour s'asseoir autour d'une table et négocier un cessez-le-feu entre eux et le Red Tabara qui a pris les armes, qui nous dit aujourd'hui que ça ne peut pas s'intensifier. Eux-mêmes, ils ont l'expérience, ils ont été au maquis. Ça a commencé comme ça, petit à petit, et avec des appels comme quoi le peuple peut venir les rejoindre. Qui dit que demain ou après-demain, s'ils ont commencé étant, je ne sais pas, quel nombre ils seront comme disait Désiré, voilà, exact. On peut commencer à 5 ou à 10 et puis après... Qui dit que si le gouvernement continue à faire la sourde oreille, qui dit que ces gens n'auront pas de la sympathie au sein de la population et les aider et trouver que tout le pays finalement est embrasé. Et donc écoutez l'appel qui leur a été lancé par le mouvement. Voilà, exact. Et nous, au sein de CEFOR Arusha, nous interpellons et le gouvernement et le Red Tabara. Donc vous insistez sur cette nécessité de s'asseoir et parler des problèmes burundais parce que chaque fois qu'il y a du sang versé, c'est le pays qui perd. Personne, ni le mouvement rebelle, ni le pouvoir de Bujumbura, personne ne gagne s'il y a mort. Mais ce qui est sûr et que nous insistons là-dessus, et que nous observons, ils peuvent peut-être, le gouvernement du Burundi peut peut-être en train de minimiser la force de ceux qui ont attaqué, mais nous connaissons comment les rébellions grandissent petit à petit. C'est pour ça que je posais la question de savoir est-ce qu'il constituerait une force de nuisance pour le gouvernement? Bien sûr, ils sont nuisibles pour le gouvernement, mais le gouvernement irresponsable ne s'en rend pas compte. Ne s'en rend pas compte. Mais, ou fait semblant de ne pas s'en rendre compte. Mais ils font semblant, mais ça les fait mal de toutes les façons. Avec le temps, ils sortiront de leur silence. Mais c'est dommage aujourd'hui qu'ils gardent le silence. C'est vraiment une trahison envers le peuple. Parce qu'il faut toujours expliquer au peuple ce qui est en train de se passer. Parce que la voie du silence n'est pas la solution. En parlant de ce silence désiré, qu'est-ce qu'il viserait, ce silence? Ou qu'est-ce qu'il cacherait? Il cache la vérité. La vérité sur terrain. Qui ferait mal? Oui, que sur terrain, il y a des combats. Alors que partout, ils chantent qu'il y a la paix au Burundi, sur tout le territoire. N'oublions pas qu'ils ont lancé le flambeau de la paix. C'était mardi. Dernièrement, le ministre, c'était hier, le ministre de la Défense était à Makamba. Il a dit que la paix règne sur tout le territoire. Mais à Matongo, c'est pas loin de Kirundo, sa province natale. On a enterré cette personne. Que diront ces familles qui ont perdu les leurs quand ils entendent des autorités dire qu'il y a la paix alors qu'ils enterrent des gens qui n'ont pas été sur le lit d'hôpital? À Mongue, dans la forêt de Mongue, il y a eu 12 personnes qui ont été tuées. À Rumongue. Oui, à Rumongue. À Burambi, même chose. Pourquoi ces autorités disent cela? C'est de l'irresponsabilité, d'après moi. Et peut-être aussi de l'ironie. Je ne sais pas s'ils ironisent sur quelque chose, mais ils cachent la vérité.
Et les autorités ne devraient pas cacher la vérité à son peuple, parce que le peuple a droit de savoir ce qui se passe dans son pays. Mais aujourd'hui, quand on est devant des autorités irresponsables qui cachent la vérité à son peuple, je pense que c'est une trahison. Et si c'était une stratégie? Quelle stratégie? Alors que la population est là. Ces combats se passent sur les collines. Ces gens qui sont tués sont sur leurs collines. Est-ce que tu vas cacher quoi? On ne cache pas la fumée quand on dit quoi? On ne cache pas le feu quand il y a la fumée. Oui. Oui. On ne cache pas la fumée quand il y a le feu. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a la fumée. Ils ne doivent pas cacher ça parce que tout le monde connaît ce qui se passe au Burundi. Même les étrangers, ils connaissent ce qui se passe au Burundi. Pourquoi cacher alors aux gens qui sont sur la sous-colline où on a tué les gens? Aujourd'hui, on voit par exemple certaines mesures... La population, dans quelques jours, doit traiter les autorités de menteurs. Et c'est grave. Si une autorité ment, si un père de famille ment, tu te rends compte de ce que ça représente. Aujourd'hui, il y a certaines mesures, notamment celles de fermeture, d'interdiction de karaoké, des veillées religieuses le soir, et que donc tout ça est interdit. Est-ce que quelque part, ce ne sont pas des mesures qui seraient prises parce qu'il y a justement l'insécurité? Normalement, ça, ce sont des messages qui sont lancés à des gens qui ont un sens de discernement poussé. Parce que même dans le passé, c'était des mesures qu'on prenait quand il y avait l'insécurité. Pourquoi empêcher aux gens d'aller danser pendant la nuit, d'aller dans les karaokés, d'aller dans des bistrots quand il y a la paix sur tout le territoire? Bientôt, ils peuvent instaurer des couvre-feux. Tout ça, ce sont des mesures prises pendant la période d'insécurité. Mais l'autorité n'ose pas le dire, mais il lance des messages pour le montrer petit à petit à ceux qui veulent comprendre. Dans leur bilan, les rebelles font notamment état de miliciens et donc d'Imbonerakure tués. Emmanuel, ne pensez-vous pas que cela peut exacerber la corde ethnique? On l'a vu déjà à Burambi, où des jeunes du parti CNDD-FDD ont attaqué à la machette des personnes allées accompagner les corps des 4 Imbonerakure tués mardi par les rebelles, et les témoins ont dit que les victimes étaient blessées, qui étaient blessées étaient des Tutsis. Est-ce que cela ne risque pas d'exacerber la corde ethnique? C'est bien de souligner ce point-là. Le pouvoir de Bujumbura cherche à tout prix à ce que la question burundaise soit ethnique. Mais malheureusement, le peuple, lui, vit en harmonie comme Burundais, pas comme Hutu, Tutsi, toi. Mais et pourtant, ces Imbonerakure font partie du peuple, non? Non, ces Imbonerakure sont téléguidés par les hommes du pouvoir qui chercheraient à ce que la question soit ethnique. Les Imbonerakure font exactement, ils travaillent comme des robots. Allez verser votre colère chez les Tutsis. Ils le font aveuglément. Vous comprenez? Et pourtant, les parents des Imbonerakure, eux, ne perdent pas des Imbonerakure, ils perdent des enfants, comme n'importe quel parent. Alors, c'est pour te dire qu'il n'y a pas de problème ethnique. Si c'était un problème ethnique, le pouvoir même qui est, soi-disant, à majorité Hutu, a tué beaucoup de Hutus depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, 15 ans déjà. Vous comprenez? Alors, si réellement ce pouvoir était là pour protéger les Hutus, comme soi-disant ils le disaient, comment ils ont tué beaucoup de Hutus, plus que même ceux qui sont morts sur d'autres pouvoirs dans le passé. Vous comprenez? Alors, tout ça, ils le font juste pour des intérêts, parce qu'ils savent que s'ils font affronter le peuple burundais ethniquement, eux, ils seront peut-être un peu protégés, leurs pouvoirs seront peut-être un peu allongés. Et c'est une façon, une défense de pérenniser le pouvoir en cherchant à ethniser la question burundaise. Par contre, la question burundaise n'est pas ethnique. Et la preuve en est que même ce pouvoir de Bujumbura, parmi eux, ceux qui font tous ces bavures, il y a les Tutsis et les Hutus. Mais est-ce que vous ne craignez pas que ce qui s'est produit à Burambi puisse
se reproduire ailleurs. Ils essayent de le faire pour juste chercher à ethniser la question. Mais le peuple reste toujours vigilant. Et heureusement qu'à un moment donné, le peuple... Parce que le peuple a déjà compris quelle carte le pouvoir est en train de jouer en cherchant à les confronter ethniquement. Le peuple est soudé, le peuple est vigilant. Et maintenant, le problème qui est là aujourd'hui, c'est le fait que le pouvoir de Bujumbura ne veut pas ou ferme les yeux sur la vraie question de la mauvaise gestion de la chose publique, la démocratie qui n'existe plus, vous comprenez? Alors, les techniques de dictature que vous avez connues partout dans le monde, c'est ceux qui sont en train d'appliquer aujourd'hui. Mais vous savez qu'avec un peuple organisé, un peuple réveillé, un peuple déjà intelligent, ça ne peut pas marcher. Vous comprenez? Donc ça ne peut pas perdurer, notamment avec la prise, cette décision de la prise des armes. D'ailleurs, voilà la décision de certains pour prendre les armes. Ce ne sont pas une ethnie qui a pris les armes. C'est une organisation, nous apprenons que c'est une organisation qui a toutes les composantes ethniques dedans, qui ont attaqué le pouvoir de Bujumbura. Vous comprenez qu'alors, ce n'est pas une histoire ethnique. Désiré, on l'a dit, la situation préoccupe beaucoup de monde, et on l'a vu notamment hier avec la présentation du nouveau rapport de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, un document visiblement sans concession qui parle d'une situation encore beaucoup plus grave, beaucoup plus préoccupante. Oui. La commission d'enquête sur le Burundi a toujours fait des enquêtes, même si elle a été empêchée d'être sur le sol burundais, des enquêtes continues parce qu'ils ont des chercheurs qui savent comment le faire. Et aujourd'hui, ils disent que la situation est alarmante plus qu'avant. Et je suis d'accord avec eux. Et dans nos médias, ceux qui nous suivent entendent que partout au Burundi, on arrête des gens sans mandat parce qu'ils ont été... Et représentants du CNL, par exemple, à Bururi, tous les représentants ont été arrêtés. On retrouve des cadavres partout dans les rues. On tue des gens sans défense. Et on emprisonne des gens sans procès. Tout cela montre que rien ne va dans notre pays. Et donc, pour vous, c'est beaucoup plus grave qu'à l'époque de Pierre Nkurunziza? Je dirais que c'est très tôt de faire un bilan, mais le début est trop mauvais parce que, souvenez-vous que Ndayishimiye vient exactement de passer 3 mois au pouvoir. Le début, c'est un mauvais début. Et quand on construit science sur du sable mouvant, on sait qu'on n'avance pas. Si ça continue sur l'allure d'aujourd'hui, je pense que les choses seront plus mauvaises qu'avant, que Ndayishimiye sera plus mauvais que son prédécesseur si les choses continuent d'avancer sur l'allure. Ce qui risque de s'aggraver, notamment avec ces attaques qui sont en train de se faire. Bien sûr, si le pouvoir de Bujumbura n'accepte pas de négocier avec les opposants, non pas seulement avec ces rebelles, parce que ces rebelles... c'est une partie des Burundais qui sont lésés, qui est lésée, pardon, mais il y a d'autres Burundais, d'autres politiciens, d'autres réfugiés qui sont là, qui ont besoin d'être réellement considérés comme des Burundais et non pas comme des ennemis du Burundi. On est en train de parler de cette commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi qui a présenté son nouveau rapport hier dans une conférence de presse. Et il y a une question et un sujet qui est en débat. Est-ce que cette commission sera reconduite ou non? Est-ce que le contexte actuel ne risque pas d'être un facteur de plus pour justifier une reconduction? Oui, bien sûr, parce que ça fait depuis, ils travaillent sur la question burundaise, la sécurité, la mauvaise gouvernance et tout et tout. Et maintenant qu'il y a alors des attaques des hommes armés, Red Tabara a attaqué le pouvoir de Bujumbura, raison de plus de prolonger le mandat de ces enquêteurs. Ils sauront quand même nous dire tel ou tel n'a pas respecté les règles internationales pendant la guerre, ainsi de suite. Il faut toujours des gens qui suivent de près le problème burundais. Je ne verrai pas comment ne pas
prolonger le mandat de cette commission. Avant, le gouvernement était opposé à la prolongation du mandat de cette commission. Est-ce qu'aujourd'hui, il aura des arguments pour s'y opposer? Le gouvernement a toujours été ainsi contre cette commission, parce que vous savez vous-même, un gouvernement qui est toujours pointé du doigt dans ceci, cela, il n'améliore jamais les conditions de vie de son peuple. Ils sont en train d'assassiner son peuple, ils sont en train d'emprisonner arbitrairement son peuple, les tortures dans les services de renseignement, ainsi de suite. Les gens fuient le pays. Tous les jours, il y a des réfugiés qui naissent. Nous avons plus d'1 million de réfugiés, vous comprenez? Alors, tous ces paramètres-là font le tout, mais le gouvernement, lui, ne peut pas voir ça de bon oeil. Ils aimeraient que le Burundi soit comme un œuf fermé, où ils feront n'importe quoi à l'intérieur sans qu'il y ait témoin. Vous comprenez? Et donc pour vous, la reconduction de cette commission d'enquête est une nécessité absolue? Plus que primordiale même, vous voyez. C'est une nécessité absolue. Ce qui viendrait vous conforter dans votre position de recherche d'une solution par la voie des négociations? Bien, se conforter tous les Burundais. Tous les Burundais aimeraient qu'il y ait quand même que les questions burundaises soient négociées autour d'une table. Parce que avec le mouvement qui vient de naître, qui a attaqué, qui a pris les armes, quand il y a mort, qui bénéficie de tout ça? Personne. C'est plutôt la perte de nous tous. Alors, le pouvoir de Bujumbura, plutôt, s'il était malin aujourd'hui, il est grand temps de venir saisir l'appel de l'opposition, de l'inviter chaque fois. Nous le faisons à chaque fois qu'il y a occasion d'inviter ce pouvoir de Bujumbura, de nous retrouver autour d'une table, ressusciter les accords d'Arusha, les mettre sur la table, négocier ou renégocier ces accords. S'il y a à retirer, on en parle. S'il y a à ajouter, on en parle, afin que le Burundi soit au moins stable pour une fois. Rappelez-vous, 2005 à 2000, rapidement. 2 ans un peu, disons, 2 ans du début du pouvoir de Bujumbura, on a appliqué l'accord d'Arusha. Les Burundais étaient bien, étaient paisibles. Mais aussitôt que l'accord a été enterré, c'est le chaos jusqu'à aujourd'hui. Personne ne peut me dire le contraire. Désiré, juste en quelques mots, étant donné que le temps nous fait certainement défaut, on aurait bien aimé l'allonger, mais c'est impossible. Juste en quelques mots, que faire pour éviter un bain de sang? Il faut entendre la voix de ces gens qui revendiquent d'être considérés comme Burundais et non pas être considérés comme ennemis du Burundi. Quand vous parlez de ces gens, c'est qui? Ce sont ces opposants, ce sont ces réfugiés, ce sont ces mouvements rebelles qui naissent. Il faut que le pouvoir de Bujumbura accepte de négocier, accepte de dialoguer avec ces gens parce que ce sont des Burundais. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas et les gens sont en train de mourir. Oui, c'est pas le cas. Pardon, c'est pas le cas, mais on appelle le pouvoir de Bujumbura de faire un effort. Faire un effort, c'est difficile, mais on appelle à ce pouvoir de se faire violence pour qu'il accepte de s'asseoir avec ces Burundais qui sont lésés et la solution sera trouvée s'il y a volonté. Merci beaucoup. Je le disais, c'est dommage que le temps nous fasse défaut. On aurait bien aimé aller encore beaucoup plus en profondeur par rapport à cette question. C'est par ces conseils que prend fin cette édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Désiré Hatungimana, rédacteur en chef de la radio Inzamba Agate Kakao, et Emmanuel Andereimana, porte-parole de la coalition CEFOR Arusha. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes. À tous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien.